nous allons vous parler de l'école. Nous allons vous parler de l'école d'aujourd'hui et d'une école pour aujourd'hui. On a chacun un pied dans le milieu de l'éducation nationale et comme vous le savez, dans les écoles, chaque jour, à chaque instant, on est confronté aux difficultés des apprentissages scolaires. D'où viennent ces difficultés? Est-ce qu'elles viennent des enfants? Eh bien, quand on regarde le film documentaire « Être et devenir » de Clara Bellard, on voit que des enfants qui ne vont pas à l'école apprennent naturellement et sans difficulté. Alors, si le problème ne vient pas des enfants, d'où vient-il? Il y a quelque temps, nous avons découvert l'existence des écoles démocratiques. Dans ces écoles, le cadre est totalement différent de celui des écoles traditionnelles. Tout d'abord, les relations entre les enfants et les adultes ne sont pas hiérarchisées. Chacun est considéré sur un même pied d'égalité. Ensuite, la gestion de l'école est démocratique. C'est-à-dire que chaque jour, la gestion de l'école et le fonctionnement de l'école est décidé par l'ensemble de ses membres, enfants comme adultes. Les décisions, les règles sont discutées et votées par tous sur le principe suivant, une personne égale une voix. Ces écoles accueillent des enfants de 4 à 19 ans. Il n'y a pas de tranche d'âge, tout le monde est ensemble. Il n'y a pas non plus d'emploi du temps, ni de programme. Chacun fait ce qu'il veut de ses journées. Eh bien, dans ces écoles, les enfants apprennent, et ils apprennent sans difficulté. Il semblerait donc que ce qui pose problème dans les apprentissages, ce soit le programme et le cadre dans lequel il s'inscrit, et c'est ce qu'on va développer. Qu'est-ce qu'un programme? C'est un ensemble de connaissances et de savoirs qu'il faut apprendre à un âge donné et dans un temps défini. Mais vous le savez tous comme moi, tous les enfants sont différents et tous les enfants ne sont pas égaux devant cette tâche à accomplir. Pour 2007, 40% des élèves de CM2 sont sortis avec de graves lacunes, plus de 200 000 d'entre eux ont des acquis fragiles et plus de 100 000 n'ont pas eu la maîtrise des compétences de base. Comme toute la vie de l'enfant tourne autour de l'école, eh bien, cet échec relatif, de ne pas savoir à un moment donné, devient vite un échec personnel, à cause notamment de toutes les sanctions qui existent. Et l'enfant perd confiance en lui, rentre dans une spirale de dévalorisation, de démotivation, voire de décrocheur. Pour l'année 2017, 80 000 jeunes sont sortis du système scolaire sans diplôme, soit 2 fois la population de Valenciennes. Alors, une solution à ce problème qui est important. Comme le dit Einstein, pour trouver la solution, et non pas une réponse, mais la solution à un problème, il faudrait peut-être avoir un autre regard sur ce problème. Lui nous dit qu'il faut changer le niveau de pensée. On ne peut pas résoudre un problème, avec le même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Or, l'institution propose comme solution des dispositifs pédagogiques. Mais qui dit pédagogie, c'est la pédagogie étant l'ensemble des subterfuges pour faire apprendre un programme. Et donc vous voyez qu'on est toujours sur le même niveau de pensée. Et ce qui rend les dispositifs pour le moins inefficaces et très coûteux. Ainsi, un enfant décrocheur coûte à la collectivité 230 000 € au cours de sa vie. Et quant aux résultats, je fais référence au rapport de 2016 de la CNESCO, le Comité national d'évaluation des systèmes scolaires, qui constate que les 30 dernières années de politique éducative pour réduire les inégalités ont été plus qu'inefficaces, elles ont été contre-productives. Alors d'où vient cette contre-productivité? Eh bien, Einstein peut l'expliquer, c'est-à-dire qu'on est resté sur le même niveau de pensée. Ivan Illich, dans les années 70, aurait pu aussi donner la réponse. Ivan Illich est un penseur et un critique des sociétés industrielles. Ivan Illich nous dit qu'à partir du moment où dans une société, cette société institutionnalise un moyen, il arrive à un moment, donc, afin d'atteindre un but, donc de résoudre un problème,
ce moyen tend à croître jusqu'à dépasser un seuil où à ce moment-là, il devient dysfonctionnel et il nuit au but qu'il est censé servir. Il donne quelques exemples. Celui de l'automobile. Ainsi, l'automobile va nuire au transport. On sait que les problèmes que pose l'automobile aujourd'hui. Et de la même manière, dans un autre domaine, l'école va nuire à l'éducation, comme la médecine va nuire à la santé. Et l'institution devient contre-productive, en plus d'aliéner l'être humain et la société dans son ensemble. Et de cette aliénation, j'en parlerai à la fin de mon propos. L'échec scolaire n'est donc pas l'échec des élèves, il n'est que l'échec d'un dispositif qui veut faire apprendre un programme et qui n'y arrive pas. Et il devient contre-productif dans la mesure où il laisse une frange de la population dont il se dit avoir la responsabilité sur le côté. Il y a des conséquences à l'école du programme, devrais-je dire. Parce qu'on n'apprend pas que les savoirs, on apprend plein de choses qui sont inconscientes et implicites. Et ça, il faut vraiment en être cette fois-ci conscient. Eh bien, quand les enfants entrent à l'école du programme, ils doivent apprendre ce programme et cette acquisition ne peut se faire que par la contrainte. Un enfant qui entre à l'école du programme doit obéir. Obéir, c'est un devoir pour lui. Et en même temps qu'il obéit pour apprendre, il apprend à obéir. Et quand il désobéit, ou quand il ne fait pas ce qu'on lui dit, il devient ou paresseux, ou déviant, ou contracte des maladies, des dys quelque chose. Quand il entre à l'école du programme, l'enfant apprend à dépendre de quelqu'un d'autre. Autrement dit, il apprend qu'il y a quelqu'un qui a pensé pour lui, qui ne le connaît pas, qui ne lui a pas demandé son avis, mais qui sait ce qui est bon pour lui, et lui propose des activités dans ce sens. Et donc, l'enfant apprend à ne plus agir pour lui-même, ni par soi-même. Ce qui va à l'encontre même du principe d'autonomie. Autonomie qui est un objectif principal dans toute éducation. Les savoirs sont dispensés sur le même niveau. On apprend les faits d'économie, d'histoire, de géographie, comme 1 + 1 = 2. Autrement dit, comme des vérités non contestables. Et ces vérités sont d'autant moins contestables qu'elles permettent d'acquérir un diplôme, voire un métier, et elles sont d'autant moins contestées qu'elles participent à votre identité professionnelle. On apprend donc que la pensée d'autrui puisse faire autorité, et du coup on n'apprend plus à penser pour soi-même et par soi-même. Et ceux qui pensent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, en général, sont qualifiés de marginaux, n'ont pas la vie de tout le monde. Et il faut des catastrophes sanitaires, économiques, pour se rendre compte que ce qu'on vous a dit à un moment donné, ce n'est pas exactement la vérité. Moi, je pense souvent, comme exemple, à Fukushima. Les ingénieurs japonais qui sont bardés de diplômes, qui savaient des tas de choses, ont été capables de mettre des centrales nucléaires sur des failles sismiques. Le programme sert en fait une idéologie. Quelle est cette idéologie ? L'idéologie, c'est une conception classique qu'on a, et en particulier pour l'enfant. Dans la conception classique de l'enfant, c'est un être immature, un être fragile, un être incomplet, un être à qui on ne fait pas confiance, on ne donne pas de responsabilité. L'enfant doit donc obéir et doit se soumettre pour acquérir une éducation. Mais cette conception, cette idéologie, c'est purement et simplement un héritage de la société féodale. Donc, on a vu que l'école du programme ne peut garantir la réussite de tous, de par sa structure, il y a des effets structurels, et des effets, des causes plutôt idéologiques. À cause de l'enseignement du programme, les enfants ne peuvent pas développer leur propre potentiel, qui est une condition importante pour l'épanouissement personnel. Et à son corps défendant, l'école du programme
développe chez les individus une pensée qui ne favorise pas l'autonomie et qui ne permet pas de remettre en cause ce qui est acquis. Et les sociologues comme Bourdieu, Establé ou Baudelot ont dit qu'en fait, voilà, c'est ce qui permet au système de se reproduire, bien qu'on soit conscient que ce système est dysfonctionnant. Alors, comment apprendre sans programme ? Eh bien, c'est ce que font les hommes depuis la nuit des temps. Et c'est ce que développe Peter Gray dans son livre « Libre pour apprendre ». Peter Gray est psychologue et professeur de psychologie à l'université de Boston. Et dans la première partie de son livre, il nous parle du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, des tribus nomades. En fait, ce mode de vie est calqué sur celui de nos ancêtres avant la sédentarisation, le développement de l'agriculture et celui des villes. Et ce qui est important d'observer, c'est justement le rôle que jouent les adultes dans l'éducation des enfants et comment les enfants apprennent. Alors, les adultes, chez les chasseurs-cueilleurs, ont confiance dans le fait que de permettre à des enfants de faire ce qu'ils veulent vont leur permettre justement d'apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre dans le monde dans lequel ils vivent. Les enfants sont libres, ils ne vont pas à l'école, n'ont pas d'emploi du temps prédéfini, ils passent leur temps tous ensemble, tous âges confondus, et ils font absolument ce qu'ils veulent de leur journée. Les adultes ne dirigent pas l'éducation des enfants. Ce sont les enfants qui s'auto-éduquent. Alors comment ça se passe ? Eh bien, les enfants ont la liberté d'observer tout ce que font les adultes et de participer à leurs activités comme ils en ont envie. Les adultes, de leur côté, participent au processus d'auto-apprentissage des enfants en répondant à leurs sollicitations. Les adultes ne surveillent pas les progrès que font les enfants ni ne les félicitent. En fait, chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de violence, c'est une façon de vivre. Et chez les enfants, du coup, il n'y en a pas non plus. Et chez les enfants, l'activité principale, c'est le jeu libre. Le jeu sans l'intervention des adultes. Et dans leur jeu, ils imitent les adultes, ils jouent à chasser, à fabriquer des outils, à construire des huttes, à sélectionner les différentes variétés de plantes, etc., etc. Et c'est comme ça que les enfants, naturellement, se préparent à devenir des adultes accomplis et adaptés à leur milieu. Et tout cela, ce qui est important de le souligner, c'est que tout cela, ils le font parce qu'ils en ont envie. Encore une fois, personne ne leur demande de le faire. Personne n'éduque les enfants, ils s'auto-éduquent. Alors, est-ce que des enfants libres apprennent ? Eh bien, la réponse est évidente, bien sûr que oui. Pourquoi croit-on aujourd'hui que c'est faux alors ? Eh bien, nous croyons ça parce que nous avons perdu notre liberté et notre liberté d'apprendre naturellement, librement. Comme le dit Peter Gray, apprendre fait partie de nos gènes. Autrement dit, on ne peut pas ne pas apprendre. Réfléchissez, comment avez-vous appris à marcher ou à parler ? Est-ce que quelqu'un vous a soufflé des mots pour que vous les répétiez ? Est-ce qu'on vous a expliqué qu'il fallait poser un pied devant l'autre ? Est-ce qu'on vous l'a enseigné ? Bien sûr que non, tout ça, vous l'avez appris naturellement. Eh bien, de même que les enfants des chasseurs-cueilleurs ont appris naturellement à devenir des adultes accomplis et adaptés à leur milieu, nos enfants, si on leur en laisse la liberté, vont devenir des adultes accomplis et adaptés à leur milieu. Je vais prendre l'exemple de la lecture. L'écrit est présent partout dans notre société. De ce fait, il est inévitable d'apprendre à lire. Et de même que les enfants ont appris naturellement à parler parce que parler est un besoin pour interagir dans notre monde, ils apprendront à lire, à écrire et à compter parce que ça aussi c'est un besoin pour interagir dans notre monde. On l'a vu, on le sait, des enfants libres apprennent naturellement ce qu'ils ont besoin d'apprendre dans le monde dans lequel ils vivent. Les enfants des écoles démocratiques sont libres et ils savent tous lire. Laura Poitras a été dans une école démocratique et elle a appris à lire à 13 ans. Oui, ça ne l'a pas empêchée de devenir réalisatrice et productrice de films documentaires, journaliste et photographe, rien que ça. Et en 2015, elle a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire pour son Citizen Four. Peu importe l'âge à laquelle l'enfant apprendra à lire, il apprendra à lire. Et il le fera avec d'autant plus de facilité qu'il le fera de lui-même au moment qui sera le sien. Il le fera aussi sans contrainte et selon sa propre méthodologie, sans manuel scolaire, comme pour la marche. L'auto-apprentissage est un acte naturel. On pourrait presque dire que c'est un acte physiologique. Alors,
on l'a vu, l'enfant a besoin qu'on lui fasse confiance et il a besoin de liberté pour apprendre. Il a aussi besoin de jouer librement, sans l'intervention de l'adulte, pour se construire. Parce que jouer, c'est son métier, c'est sa vie. Un enfant privé de sa liberté ne peut pas s'épanouir. Un enfant qui ne peut pas se développer naturel et qui ne peut pas vivre sa vie est un enfant qui souffre en silence ou qui explose. Les enfants subissent de nombreuses violences. La violence de devoir rester assis, la violence de devoir faire ce qu'on leur demande de faire, la violence de devoir réussir à le faire. Ils subissent aussi la violence des jugements s'ils n'y arrivent pas, s'ils n'ont pas envie de faire ça ou s'ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande. Et toute cette violence, ils la vivent en silence parce qu'ils sont les seuls à savoir qu'ils subissent des violences. Aux yeux des adultes, tout ça, c'est la normalité. Pour la plupart des adultes, il n'y a pas de violence dans tout ça parce que c'est une façon de vivre. L'auto-éducation fonctionne et permet vraiment à l'enfant d'apprendre, de se construire et de s'épanouir. L'école démocratique de la Sudbury Valley en atteste. Elle a près de 50 ans d'existence et elle a fait ses preuves. C'est un professeur émérite et reconnu de la prestigieuse Université de Columbia qui a fondé cette école avec une équipe. Il a fait des constats en tant qu'enseignant et il s'est posé beaucoup de questions sur l'éducation. Et en fait, il a repensé le modèle éducatif en ces termes, un modèle éducatif où l'individu développera ses propres représentations de ce qu'il a envie de comprendre et d'utiliser tous les moyens qu'il juge nécessaires à cette compréhension. Dans les écoles démocratiques, on l'avait dit dans l'introduction, il y a deux piliers essentiels, c'est-à-dire les apprentissages autonomes et la gestion démocratique de l'école. Cette école a 50 ans et continue de fonctionner. Quel est le retentissement de cette école en Europe ? Eh bien, en 2008, une association a vu le jour, l'EDEC, qui fédère toutes les écoles démocratiques d'Europe. Voici la carte des principales écoles démocratiques en Europe. Et pour la France, eh bien, en 2014, s'est ouverte la première école démocratique à Dijon. Ce sont les bulles rouges qui sont les créations et en violet les projets. Et on voit l'engouement pour ce type d'école. Les écoles démocratiques apportent une alternative à un modèle éducatif. Que sont devenus les enfants de la Sudbury Valley School ? On pourrait se poser la question, bien sûr. Plus de 40 ans d'existence. Eh bien, 80% d'entre eux ont suivi des études supérieures et ont eu leur premier choix d'université parmi les plus prestigieuses. 20% d'entre eux ont embrassé des carrières artistiques ou artisanales. Et la plupart d'entre eux ont appris à lire à l'âge de plus de 10 ans. Parce que l'auto-éducation fonctionne, parce que les apprentissages autonomes rendent à l'enfant la responsabilité de sa vie, parce que la gestion démocratique d'une école prépare l'enfant à devenir un citoyen actif et responsable, et parce que nous sommes le changement que nous voulons pour le monde, nous avons décidé de créer une école démocratique à Condé-sur-Lescaut, l'école de l'être et du devenir, et elle ouvrira ses portes en septembre 2018. Merci.